Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise d'ici qui, depuis plus de 125 ans, fabrique et distribue des outils de jardinage et de coupe, des outils à main et des solutions modulables de jardinage. La qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Les jardiniers et les femmes, jeunes femmes qui font du jardinage, on dit que des jardinières, mon juste d'affaires. Oui. Bon, c'est ça. Ben, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, Janine Ross, quelle montée de lait à matin. Ben oui, je pense que tu dis bonjour jardiniers et jardinières. Ben oui, Ben oui, on est des jardinières. ben oui. Bon, et quand on donne le max de nous-mêmes au jardin en cultivant à planche, comme Oui. on dit au Québec, Oui. qu'est-ce que ça veut dire? Alors, cultiver à la planche, c'est pas exactement l'expression québécoise, c'est cultiver sur des planches. Et là, c'est pas des planches de bois, je vous explique tout ça. Parce que Bertrand, on a eu des discussions épiques. Oui, au début, on se comprenait pas quand je parlais de faire des planches de potager, puis que tu voyais des potagers dans des boîtes en bois. Ce que je voulais pas. Que tu voulais pas, puis ce que je voulais pas non plus. Mais comme quoi, dans un couple, il faut se parler, même quand on fait du jardinage. Hein? Oui, Bertrand. Voilà. Alors, tu nous parles aujourd'hui du potager en planche permanente. Oui, Là, on permanente. t'écoute Alors, d'abord, c'est une approche ancestrale. Hein. C'est pas d'hier. Là. Ça fait très, très longtemps qu'on l'utilise. On pense même que les Égyptiens utilisaient cette technique-là. Là. Et donc, je vais vous parler des planches permanentes, du potager en carré, puis du potager en butte, les fameuses buttes. Là, on va démêler tout ça. OK, donc 3 concepts C'est ça. différents. Oui. Bon, mais qui s'appliquent à des petits jardins. Oui, qui s'applique à des Vous- petits très, jardins. très Toujours, bien. toujours, toujours très important. Alors, tu parles de largeur, tu parles de longueur, ça dépend de l'espace dont on dispose. Mais un oui. potager en planche, qu'est-ce que c'est qu'un potager en planche? On va commencer par le définir en planche permanente. Hein? Le mot permanent est important et on va y revenir. C'est un espace de sol légèrement surélevé, en général de 6 à 8 cm de haut, composé uniquement de terre. OK? Donc la planche de bois, rien à voir là-dedans. Elle a un maximum de 1,20 m à 1,30 m de large. Pourquoi cette dimension-là? Parce que la longueur d'un bras, c'est environ 60 à 65 cm. Donc, avec des allées qui bordent de chaque côté, environ des allées de 45 à 50 cm de large, ben, quand on est dans l'allée, on a 60 cm à parcourir pour aller au milieu de la planche, puis on va de l'autre côté de l'allée à 60 cm. Donc, c'est plus confortable. Et tu es toujours capable, c'est ça, de rejoindre facilement Oui, tes plantations. Exact. Bon, alors, c'est comme faire la planche, en fait. C'est un jardin, comme faire la planche Oui, sur l'eau. c'est comme Mais ça, les faire la légumes vont planche, faire la mais planche. C'est ça, c'est les légumes qui vont faire la planche. Bon, on va y arriver. OK. Alors, la longueur des planches, Bertrand. Ben, elle va varier selon l'aménagement du potager. Ça peut être plus long, ça peut être plus court. Il n'y a pas de longueur maximale de planche. Mais, il y a un petit mais. Si vous avez des planches trop longues, ben vous pourrez pas. Il va falloir que vous fassiez toute la longueur de la planche pour aller de l'autre côté. Fait que de temps en temps, une petite allée pour couper la longueur de la planche, là, c'est une bonne idée aussi. Comme transversal, clair. Transversale, parce que sans ça, vous allez... Tu sais, si vous faites une planche, je sais pas moi, de 100 pieds de long, ben là, il va falloir que vous passiez 100 pieds puis revenir de l'autre côté. C'est au moins 50 pieds de chaque bord là, qu'il va falloir que vous fassiez. Alors que si vous faites une de 50 puis une autre de 50 avec une petite allée au milieu, ben, c'est beaucoup plus facile à travailler. Mais ça soulève un point, ça, Bertrand. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas piler sur une planche. Ah, et voilà, C'est exactement. Ça, hein? On va revenir là-dessus. Là, Bon, c'est OK. pourquoi on parle de permanente. On parle de... voilà pourquoi tu parles de On parle de permanente. permanente. Voilà, c'est la raison. Bon. Est-ce que sur la largeur, ça peut varier? Alors, oui, ça peut varier.
Il y a certains qui préconisent des planches de 75 à 80 cm, 85 cm de large, particulièrement chez les maraîchers, parce qu'ils ont des machines qui font à peu près cette largeur-là, donc pour semer, pour repiquer, des petites machines à main, là, on s'entend. Oui. Et donc, c'est cette chose-là. Alors, pour les planches en bois puis les madriers, on peut le faire, mais c'est pas utile. Là, ça sert pas à grand-chose. De mettre des planches pour retenir la terre. Sauf que le problème que vous allez avoir, c'est que vous avez vos planches ou vos madriers, il faut pas qu'il y ait de créosote dedans, il faut pas qu'il y ait de produits chimiques dedans. Puis vos planches, si vous les peinturez, il faut pas qu'il y ait de produits chimiques dedans. Puis il faut pas que vos planches, ça vont pourrir. Puis ça, donc, c'est pas, à long terme, c'est pas un pas avantageux. Puis tu es pris là-dedans quand tu fais du sarclage, etc. Non. Bonne idée, Bertrand. Oui, on essaye d'avoir des bonnes idées. Oui, bien que le bois se décompose, là, mais bon. C'est ça. Alors, tu les qualifies de permanentes. Tu as glissé ça en douce tantôt. Mais c'est parce qu'une fois installée, elle reste en place. OK? On n'y touche pas. Donc, il n'y a pas de retournement de sol. Là, il n'y a pas de bêchage dessus. Contrairement à un potager en plein champ qui, lui, doit être labouré. Donc, la partie où on va cultiver, on ne met jamais les pieds dedans. Enfin, jamais, il faut jamais dire jamais. Mais ça peut arriver qu'on mette le pied dedans, là. Mais en général, on va tout faire les travaux de culture à partir des allées. Donc, les allées peuvent être extrêmement tassées, mais la partie cultivée, elle, va toujours être bien meuble. Et l'autre avantage qu'on a par rapport à un potager de pleine terre, on va mettre du compost partout, là, on va concentrer le compost sur la partie de la planche. Hein? Donc, un point, c'est tout. Donc, tu gagnes. Oui, c'est-à-dire que tu n'en épans pas sur les sentiers. Et par exemple, nous, ici, on a nos planches, et dans nos planches, on a du paillis. Okay, qui n'est pas le même paillis. Je mets du paillis de cèdre que je déconseille dans les planches, mais qui va très bien pour les allées. Bon, parfait. Voilà qui est clair. Alors, on pratique cette espèce d'approche, OK? Depuis combien de temps, d'après depuis toi? Le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, ça, c'était vraiment quand on regarde les photos du Moyen-Âge, si je peux dire ça comme ça, donc les tableaux de l'époque, on voit vraiment que les potagers en planche, on pense même que c'était dans l'Antiquité, mais cette technique-là va être vraiment formalisée, théorisée presque au 19e siècle par les maraîchers parisiens qui vont en faire. Et c'est eux qui vont exporter cette technique de la planche permanente vers l'Angleterre puis vers le monde anglo-saxon. Donc, avant la mécanisation à l'extrême des terres, il y avait cette méthode-là. Puis dans le fond, là, c'est bien agréable d'aller jardiner quand tu as des petits sentiers qui sont tapés, comme tu as dit, tassés, sur lesquels tu mets du paillis. Parce que quand c'est humide, où il n'y a plus, tu n'es pas dans la boue jusqu'aux oreilles. Voilà, en plein ça. Puis la terre reste meuble où tu as tes légumes. C'est ça. Bon. Maintenant, tu nous avais annoncé potager en carré. Oui. Bon. Est-ce que c'est un quadrillé? Un potager en carré, en fin de compte, c'est un potager en planche. OK, c'est une planche, mais dont les dimensions sont limitées de 1,20 m sur 1,20 m. Okay, c'est une technique un peu particulière. Donc, au lieu de faire une planche, on va faire un carré, et donc il est 1,20 m par 1,20 m. À l'intérieur du carré, on va découper ça en 9 morceaux, en 9 carreaux, puis chaque carreau va recevoir une plante. C'est populaire, ça, cette approche-là? C'est pas tellement populaire, là. C'est pas très, très populaire. Mais tu sais que ça peut donner des idées à des artistes, par exemple, ou des gens qui veulent faire d'une planche quelque chose d'artistique. Oui, c'est ça. Donc, chaque carré reçoit une plante. Une plante à grand développement, je parle par exemple aux zucchini, aux courgettes, là, on va laisser 2 ou 3 carreaux, là, parce que sans ça, si vous mettez ça dans un seul carreau, ça ne fait pas un gros carreau, là, ça ne marche pas. Et donc, on va privilégier surtout l'utilisation dans l'espace vertical, là, tu sais. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Mais attends, dans l'espace vertical, avec des murets que tu fais monter, qu'est-ce que tu veux dire? Tuteurs, on va mettre des tuteurs, puis des plantes, au lieu de prendre des plantes qui s'étalent. Je vais vous donner un exemple, les cerises de terre. Les cerises de terre, ça devient très large. L'année dernière, j'ai essayé un truc, j'étais tuteuré. J'ai récolté autant de cerises de terre, mais elles étaient en hauteur. Donc, dans un potager en carré, on pourrait mettre une cerise de terre. La surface au sol est moins grande, elles sont en hauteur et ça fonctionne très bien. Puis c'est un peu comme les Chinois. Les Chinois ont cette approche-là, de cultiver en hauteur ou tuteurer. En tuteurer, c'est ça. Mais sous question, l'ombre qu'une plante plus haute va générer sur l'autre suivant l'orientation du soleil. C'est ça. Le potager en carré, c'est pas évident pour ça. Il faut vraiment faire un petit plan, puis il faut s'organiser, parce que c'est pas évident. Il faut que tu vois le parcours du soleil. Oui, c'est un petit peu compliqué, là.
OK. Mais c'est à considérer, mais en tout cas, ceux qui ont le goût de le faire, Oui. c'est bien agréable. Alors, la différence, donc, avec le potager en planche permanente... C'est une méthode qui est encore plus intensive. C'est très, très intensif. OK? Donc, ça va demander un peu plus de soin, mais c'est par contre bien adapté aux petites surfaces. Si vous avez une toute petite surface, ça va être parfait d'utiliser ça parce que sur une toute petite surface, comme c'est très intensif, vous allez pouvoir produire. Le fameux carré. Ouais. Et puis, c'est quoi les gros avantages du potager en carré? Ben, c'est une mise en culture d'une petite quantité de plantes. Hein? Vous avez 9 carrés, vous pouvez mettre 9 plantes différentes, donc une grande diversité, une très, très bonne rentabilité de l'espace parce que vous êtes très intensif, une rencontre plus étalée dans la saison parce que là, à ce moment-là, vous avez plus de variété, puis une économie de temps parce que vous avez moins de kilométrage à faire sur le long de vos planches. C'est un peu ça. Excuse-moi tes bottes de caoutchouc. C'est ça, excuse-moi les bottes de caoutchouc. Puis les inconvénients. C'est une propagation plus facile des maladies. Hein. Les maladies, les plantes sont un peu plus serrées, donc les maladies. Et puis, l'achat des plants est plus coûteux parce que, à moins que vous faisiez beaucoup de carrés, à chaque fois, il faut acheter des plantes individuelles. Il ne faut pas acheter des plantes, en boîte, vous achetez 6 tomates en boîte, là, dans un petit paquet de 6, ben là, peut-être vous en avez besoin de 2, fait que ça peut revenir cher. Fait que c'est un petit potager, un petit espace. Ouais. Ça peut être bien, bien agréable quand même. Oui. Et c'est en pleine terre. Oui, c'est ça. Bon. Mise au point de cette technique-là en Occident, parce que les Chinois la pratiquent. Ils la pratiquent, mais vraiment, la terrain. formalisation encore formalisée, c'est l'Américain Mel Bartolomé en 1976 qui va écrire un livre qui aujourd'hui est la Bible du potager en carré où il va expliquer tout ça. Il est mort récemment, là. Et donc, il va tout concevoir ça. Effectivement, les Chinois vont le faire, mais lui, il va le faire de manière beaucoup plus occidentale, disons. C'est ça, exactement. Bon. Alors, voilà pour le potager en carré. Puis, on a fait le potager permanent, c'est-à-dire en planche. Voilà. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Garant Botanica est une marque de produits spécialement conçue pour le jardinage. Cette marque comprend une ligne d'outils de jardin incluant des sécateurs, des outils à main, des sarcloirs, des fourches et bien d'autres outils, sans oublier des solutions modulables de jardinage permettant de récolter le maximum de votre espace. Découvrez les outils pensés pour jardiner en tout confort, même dans les endroits restreints. Les outils Garant Botanica accompagnent les jardiniers dans leurs projets. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Tu nous parles maintenant, Bertrand Dumont, des buttes auto-fertiles. Moi, je vois un gros composteur, là. Oui, on pourrait voir ça comme ça. Alors, les fameuses buttes là, qui sont souvent associées là, avec la permaculture. Il faut savoir que les deux concepteurs de la permaculture n'ont jamais parlé de buttes dans leur livre. Hein. C'est un truc qui est très spécial. Là. En réalité, les buttes, ce qu'on appelle les buttes... d'abord, les buttes auto-fertiles, c'est un empilement de différents matériaux compostables en couches sur lesquels on rajoute du terreau. Ça, c'est la vraie définition de la butte au départ. En couches, je veux dire, c'est des strates? C'est des strates, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la Hügelkultur. Excusez-moi mon accent allemand qui n'est pas très bon, parce que c'est un Autrichien, Sepp Holzer, en 2007, qui a créé ça. Mais pour la petite histoire, il faut savoir qu'il a créé ces buttes-là dans un endroit forestier où il n'y avait pas de sol, il n'y avait pas de terreau, et donc il a utilisé ce qu'il avait pour le faire. Par la suite, les buttes sont devenues des simples amas de terre, finalement. Donc, ces buttes auto-fertiles sont devenues des buttes permanentes. Alors, M. Holzer a permis de développer des endroits où c'est presque pas cultivable. C'est presque pas cultivable, effectivement. Parce que ce qu'il avait fait, c'est qu'il a mis des branches plus grosses, moins grosses, puis après ça, des feuilles, puis après ça, du terreau. Il a cultivé là-dedans, mais c'est une technique très particulière là,
qu'on a transformé après dans une butte permanente. Mais il faut que ce soit décomposé. Oui, il faut que ce soit décomposé. Il faut t'attendre que ce soit décomposé. OK, mais alors... la hugel-culture, là, c'est quelque chose d'assez particulier. Puis c'est un peu un non-sens parce que pour faire une vraie hugel-culture, il faut importer dans ton jardin des morceaux de bois, des troncs, des branches, et ainsi de suite, que tu n'as pas forcément. Non. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée, là, en termes de permaculture. Mais ça peut donner à certains qui nous écoutent des idées. Oui, des idées. Dans les endroits où est-ce que dans les gens qui sont dans les Laurentides ou des choses comme ça, c'est une technique qui peut être utilisée. Bon, et comment créer maintenant des buttes permanentes? Alors, une butte permanente, tout simplement, c'est une planche, mais qui a une forme de butte. Okay? Donc, elle a encore 1,20 m de large, okay? Sauf qu'au lieu que ce soit plat, okay, c'est un monticule qui culmine environ à 30 à 40 cm de haut. Le dessus est aplati, là, c'est pas pointu, parce que sans ça, on ne pourrait rien planter. Et on met des allées de 45 à 50 cm. Et donc, c'est à cause du fait qu'il y a une pente, mais il doit toujours être constamment recouvert de paillis ou de quoi que ce soit, parce que avec la pluie, ben, ça va, comme il y a une pente, ça va descendre. On a vu ça. Dans une bleuetière, est-ce que c'est possible? Dans une bleuetière, c'est possible, mais c'est plus des planches que des buttes qu'ils font. Hein. Buttes, c'est des planches légèrement surélevées plutôt que des buttes. Là. Okay. La butte est vraiment, là, c'est 30 cm de haut, c'est 12 pouces, là, c'est 12-15 pouces de haut, là, donc c'est assez haut, là, et ça a vraiment une forme de butte. Là. Et c'est quoi les avantages de faire la culture en butte? On augmente la surface de 10 à 20 %. Okay. C'est un gros avantage. C'est idéal pour les petites surfaces. Au printemps, on va pouvoir cultiver un petit peu plus tôt. Le ressuyage va se faire un petit peu plus tôt. L'eau va s'en aller un petit peu plus tôt. Le réchauffement va se faire un peu plus rapidement. Ça sollicite un peu moins le dos du jardinier qui peut quand on cultive debout. Okay. Oui, ça c'est pas... Mais le hugel-culture, on a parlé, idéal dans les endroits où la terre n'est pas cultivable. Par contre, il faut avoir accès à des matières compostables à long terme parce que ça prend continuellement du compost sur les buttes et la planche. Là. Parce que ça se draine, les éléments nutritifs se drainent plus vite? Beaucoup plus facilement, oui. Et d'ailleurs, c'est les inconvénients. L'installation demande beaucoup de temps de travail. C'est un façonnage qui est assez long. Il faut rapporter de la terre et ainsi de suite. L'entretien, les buttes vont s'écrouler avec la pluie, donc il faut être constamment parfois en train de les remettre. C'est des techniques très particulières. Le travail du sol puis les apports d'amendement, ça prend une habileté qui demande quelques semaines à maîtriser. Là, les premières années, les premières fois, c'est un peu compliqué. Là. C'est difficile d'utiliser les toiles anti-insectes, puis les filets anti-insectes, puis les toiles contre le froid dans ces conditions-là. Là, ça prendrait des grosses toiles, puis c'est déjà surélevé, donc c'est compliqué. Puis c'est un entretien qu'on dit chronophage parce que ça ne supporte pas le laisser aller, les buttes. Les buttes, si vous laissez aller, là, vous allez vous retrouver avec des méchants problèmes. Bon, alors quand même, tu en parles, puis ça ouvre des horizons. Ça donne des idées à des gens qui ont des terrains qui sont spéciaux à aménager. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent avec des buttes, là, parce que c'est un peu la mode des buttes, la permaculture et tout ce que vous voudrez, puis rapidement, ils se rendent compte qu'avec une planche, c'est pas mal, on obtient pas mal le même résultat, puis dans des conditions pas mal plus faciles. Vendu pour la planche, Bertrand. Moi, c'est ça. Les buttes, j'ai essayé ça, mais regarde, là, je suis un grand défenseur de la planche. C'est pour ça que je cultive à la planche. Mais dans le fond, c'est le même principe. Tu peux utiliser le même principe. C'est le même principe, mais sur le plat, il y a un petit peu moins de terre. Mais si on fait une bonne préparation de sol avant, on va avoir suffisamment de profondeur de terre. Alors, si tu compares les types de préparation des sols, tu as parlé de la culture en planche, en carré, en butte permanente. Comment tu t'y retrouves là-dedans? Toutes ces modes de culture-là, en planche, en butte ou en planche permanente, carré permanent, butte permanente, on respecte la rhizosphère. La rhizosphère, c'est cette partie de sol supérieure où on a la macroflore, la microflore, la macrofaune et le microfaune. Exactement. Et la microfaune, justement, je fais exprès. C'est pas le microfaune, c'est la microfaune. OK? Et donc, ne pas confondre avec ce dont on parle, de quoi on parle dans quoi on parle. Alors, je vais arrêter ça. Donc, ça, c'est l'avantage. OK? Pas de piétinement. Donc, on protège la structure du sol. Ça, c'est vraiment le point le plus important. La matière, à ce moment-là, est convenablement dégradée parce qu'on a une rhizosphère qui est puissante, qui est forte. OK? On obtient des très bons... Dans la rhizosphère, Bertrand, tu as toute la vie, là. La rhizosphère, c'est ça. C'est très, très vivant. Tu as des vers, tu as les mycorhizes, les calamboles, pas les calamboles, les colamboles, les vers de terre, les bonnes bactéries, là, parce qu'il y a des bonnes bactéries, des bons virus, des bonnes bactéries, celles qui ne sont pas pathogènes. Donc,
Tout ça, c'est une vie qui est très, très intense. Là, on considère que dans une cuillerée à soupe de rhizosphère, on a à peu près 7 milliards de micro, macro et tout ce que vous voulez, faune, flore et tout ce que vous voulez. Là. Fait que, ça fait des bons jus de bons légumes. C'est ça qui fait la force de la terre. Donc, on obtient des très bons rendements en intensifiant la production sur de petites surfaces. On concentre la vie du sol et donc la fertilité sur une surface limitée. On réduit les apports d'intrants aussi parce qu'on va utiliser moins de compost, moins de paillis, parce que là, on concentre. Les allées, là, on met du paillis une fois par année ou une fois tous les 2 ans, puis ça suffit. On n'est même pas obligé d'en mettre. On va avoir un sol vraiment meuble qui va permettre une pénétration facile des racines. On a moins de surface à entretenir que dans un potager de plein champ, puis on va obtenir des cultures plus hâtives. Donc, c'est vraiment tous les avantages. Il y a beaucoup d'avantages de cultiver à la planche. Et tu plaides en faveur de la culture de la planche, finalement, oui. Plus que du carré ou de la butte. Ben, le carré, c'est une autre technique. Là. C'est une technique que je trouve un petit peu plus compliquée. Puis la butte, je ne suis pas un grand maniaque de la butte. Je trouve que ça demande beaucoup de travail. C'est très chronophage. Je préfère... je pense que l'équilibre, on peut peut-être avoir un petit peu plus avec une butte, mais je pense que je vais préférer la planche pour les... Je vais trouver mon équilibre de rendement et de travail avec la planche. Puis c'est plus facile à entretenir. Bon, je trouve ça plus facile. Mais il existe aussi quelques autres avantages avec qu'on peut donner pour la butte permanente, les planches de carré puis la butte permanente. C'est que c'est facile pour le compagnonnage et les rotations. Ça permet aussi une meilleure rétention de l'eau dans le sol, un meilleur égouttement parce que comme les planches sont légèrement surélevées, c'est plus facile. Plus c'est en butte, plus l'égouttement va se faire facile. Puis donc, le fait qu'on densifie, c'est moins d'eau et moins de désherbage, puis moins de surface à travailler. Il y a plein d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages. Oh, oui. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Découvrez le dernier livre de Bertrand Dumont, Étonnante histoire de légumes et de fines herbes qui vous plonge au cœur de la formidable épopée de l'évolution des plantes comestibles. Ce livre tout à fait original est vendu en format papier en librairie ou sous forme numérique sur le web. Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, Bertrand, comment on met en place un potager en planche ou en carré, là, si on n'a pas plus d'espace que ça? On définit la surface et les allées. Donc, on va définir les surfaces et les allées. La première fois, on va retourner le sol. Parce que souvent, c'est un sol de plus ou moins bonne qualité. Donc Et tu retournes comment? Avec quel instrument? Là, on va utiliser, dépendant de la grandeur, un rotoculteur ou une fourche. Dépendant du sol, donc un rotoculteur ou la fourche. Puis tu travailles ton sol comment avec la fourche? On le retourne, là. On retourne le sol. Là. Il faut vraiment l'ameublir. Là. Il faut vraiment tout faire pour l'ameublir. Là, parce que si c'est une première fois, vous avez enlevé le gazon. J'en ai déjà parlé dans un autre balado. Vous enlevez le gazon. Moi, c'est ma méthode. Et là, vous allez ameublir vraiment le sol. Retournez bien le sol une première fois, bien l'ameublir en profondeur. Là, la fourche bêche, il faut qu'elle descende de toute sa hauteur. On retourne, on ajoute de la matière organique. Okay, donc, on va rajouter de la matière organique. On va peut-être même retourner à nouveau pour rajouter de la matière organique parce que cette fois-là, on va mettre un peu plus que la moyenne. Donc là, tu fais le mélange. On fait vraiment un mélange tout ça. Et là, on façonne les planches. C'est-à-dire qu'on va, avec un râteau, on va façonner les planches. Puis une fois que nos planches sont faites, sont préparées, notre petite surélévation est faite, ben là, on peut les planter. Bon. Si on décide de construire une boîte, parce que certains n'ont pas le choix, parce que le terrain est tellement pourri, donc remplir de terreau, est-ce que c'est une bonne manière d'aménager un potager? Là, tu viens de dire exactement quelque chose qui m'énerve énormément. Tout le monde pense que ça prend une boîte. Non, mais c'est bon, c'est parfait. Tout le monde pense que ça prend une boîte absolument quand on a un mauvais sol. Et c'est absolument pas vrai.
Ça, c'est un mythe transporté par un de OK. mes collègues, OK? Donc, ça, c'est un mythe. J'aime pas les mythes, mais là, je veux dire que c'est vraiment un truc qui n'a pas d'allure. Mais Bertrand, attends. Si on a des racines de fou, Oui. OK? Il y a des endroits où il y a eu des gros arbres, il y a des racines, il y a des racines. Est-ce que l'idée de la boîte pourrait justifier Ça ne fait absolument là-dedans? rien. Même pas. Non. Tu peux mettre de la terre par-dessus? Non. OK. Si tu as des racines, utilises plutôt des pots, ça va être beaucoup plus efficace. Parce que si tu as des racines, puis que tu fais ton potager en planche, les racines, elles vont remonter dans la bonne terre, puis à un moment donné, tu vas être envahi de racines. Si tu as un endroit avec beaucoup de racines, fais ton potager en bac, surélevé ou en pot. En bac surélevé, ça pourrait... C'est-à-dire que ton bac ne touche pas au sol, ou ton bac touche au sol, mais il faut que tu mettes un géotextile géotextile. pour empêcher. OK, c'est ça. Donc, c'est à ce ça. moment-là, tu te fais une boîte que tu remplis de terre. On y vient. OK, pourquoi? OK. Ça, c'est un cas particulier. Oui, OK? oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des cas particuliers où la boîte peut être intéressante. Mais dans beaucoup de cas, ce que je vois beaucoup passer sur Internet, c'est des boîtes. Ce que je dis, c'est uniquement si le terrain est véritablement impropre à la culture ou contaminé. OK, là, vraiment, il faut le séparer. Si on a des maux d'eau, des mobilités réduites ou des problèmes à jardiner, oui, OK. Puis tu peux même la monter assez haut. Assez haute. Ce qu'il D'accord. faut savoir, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile. Sauf que les boîtes remplies de terreau commercial, OK, je m'entends bien, là, on détruit les terres agricoles, les espaces naturels et les tourbières. On a eu cette discussion-là, toi et moi, cette semaine, Oui. par rapport à des plans d'intérieur. Il y avait il y a peut-être 35 ans, je ne sais pas quoi, les terreaux étaient très riches pour les plantes d'intérieur. Puis on dit, aujourd'hui, c'est plus ça. Et tu m'as répondu exactement la même affaire, c'est qu'on grattait On grattait, c'est ça? des terres agricoles. La terre noire qu'on vendait, Oui. c'est qu'on grattait la terre agricole, ce qui est presque interdit aujourd'hui. Ça prend des énormes permis et tout ça parce qu'il y a la loi de la protection du territoire agricole, le CPTAQ. Donc, on détruit des terres agricoles, on détruit des espaces naturels, on détruit des tourbières. Les tourbières, bon, oui, on a beaucoup de tourbières au Québec, on n'en prend pas beaucoup, mais il faut quand même dire que ça va pomper dans les tourbières. C'est pas un énorme problème ici, mais dans certains pays, c'en est une. Pour tout ça, ça prend du pétrole pour traiter, ensacher, transporter le matériel. Et tous les matériaux qui vont servir de la boîte, il va falloir abattre les arbres et ainsi de suite. Donc, c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas une vision écologique. Par contre, si je prends un terrain et que je fais des apports massifs de compost, je mélange des apports massifs de compost et que j'arrive à améliorer mon sol, ce qui peut se faire assez rapidement, on nous parle souvent de 5-6 ans, mais on peut le faire avec certaines méthodes assez rapidement. J'en ai déjà parlé dans un balado sur la préparation du sol. On peut obtenir la même chose. OK? Donc, la question, c'est, pour moi, effectivement, c'est un peu un effet de mode, mais il y a d'autres solutions qui ont beaucoup moins d'impact environnemental. Bon, ça veut dire, à ce moment-là, tu as ton petit composteur, comme on fait. Ça peut... Oui. Bon, ça, c'est un... Ça te donne de la terre, attention, du compost? OK, là, je vais te... Entre utiliser du compost puis utiliser du terreau, il y a une différence. Parce que le compost commercial, ben, c'est de la récupération de vos vidanges qui est réutilisée. Le compost est renouvelable, continuellement renouvelable, alors que la terre n'est pas renouvelable. La terre, oui, est renouvelable. Là, ta fameuse rhizosphère. En couple de millions d'années. Là, ouais. Non, mais je veux dire, le terreau, là, oui. la terre qu'on prélève dans un champ, ça prend des millions d'années avant de se renouveler, alors que le compost, c'est de la matière organique qu'on renouvelle. C'est-à-dire qu'on prend des déchets qu'on transforme en compost. Ouais. Donc, c'est renouvelable. C'est une matière qui est différente. Même si on les met en sachet. Même si on va les acheter, c'est moins pire que de la terre. C'est sûr que si on fait son propre compost puis on utilise son propre compost, oui, ça, c'est une bonne idée aussi. OK, donc, voilà, c'était toute une leçon, mais c'est toute une réflexion environnementale, ce que tu viens de partager. Exactement ça. Oui. Alors, comment on définit les distances des plantations avec un potager en planche, d'abord, par exemple? il faut savoir qu'il n'y a absolument pas besoin d'aligner les cultures dans une planche. Okay? On peut tout à fait ne pas les mettre droits. Moi, j'ai appris en planche, parce que j'ai appris comme ça quand j'étais jeune à l'école d'horticulture. C'était de la planche déjà, la méthode qu'on utilisait. Pas une planche permanente, mais une planche qu'on faisait à peu près régulièrement. Et j'ai appris ça au cordeau. Mais en réalité,
je me suis rendu compte que même si c'est pas au cordeau, même si la distance de plantation est pas exacte, même si c'est pas précis, ça a aucune importance. Okay? Un cordeau, c'est-à-dire que tout était mesuré au ruban. Tout était à la corde, là, au ruban, à la corde, et tout ce que vous voudrez. Mais si une plantation erratique, ça pousse, et dans la nature, ça pousse de manière erratique, il n'y a personne qui va mettre les arbres de manière sûre. Donc, l'alignement, il est utile pour optimiser les opérations culturales. Pourquoi dans les champs on fait ça? Parce que quand vous passez un tracteur, c'est sûr qu'avec un tracteur puis de la machinerie, il faut que ce soit droit. Mais dans votre potager, si vous arrachez vos herbes à la main ou avec une petite truelle à la main, c'est pas très compliqué. Donc, dans un grand potager, oui, peut-être en droit, mais dans un petit potager, vous pouvez vous amuser à le faire. Puis c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, ça donne une autre... Si vous aimez les autres bien rangés, c'est une chose, mais si vous aimez un peu quelque chose d'un peu plus lousse, je dirais, pour dire en latin. Oui. Et donc, le carré permanent, lui, c'est le seul où est-ce que là, on n'a pas le choix, donc, de se retrouver avec un type d'aménagement qui est très placé parce que si vous mettez ça n'importe comment dans votre carré, ça ne marchera pas, là. Ouais. Mais il y a juste, petit bémol, c'est que quand on fait beaucoup de variétés réparties un petit peu partout, on oublie au moment de la récolte. Oui, la récolte. C'est vrai que le petit... c'est le seul inconvénient. Petit bémol, c'est ça. Je dirais pas de mettre 2 haricots ici puis 3 là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas... Les rangées de haricots n'ont pas besoin d'être forcément droites, ils n'ont pas besoin... Puis alors là, on rentre dans la distance de plantation. Mais tout simplement, c'est laisser suffisamment de place autour de la plante pour qu'à maturité, l'air puisse passer, ce qui permet de réduire les maladies. Ouais. Okay? Donc, les distances de plantation, là, moi, je donne maintenant la plante, ce que ça prend autour de la plante et non pas vraiment la distance. Là. Avant, on disait, ça prend un rang de telle largeur sur telle. Oui, mais on l'indique sur les sachets. On l'indique sur les sachets, mais on peut se dire, bon, tu sais, c'est un peu plus dans ce temps-là. Puis on peut aussi prévoir assez d'espace pour passer la binette et le sarcloir. Ça, c'est une bonne idée, par exemple. Okay, et puis quelques rayons de soleil. C'est ça. Fait que pas trop tassé pour que l'air puisse passer à cause des maladies, pas trop tassé pour que le soleil puisse aller à toutes les feuilles aussi. Puis aussi, si on décide d'utiliser une binette ou un sarcloir, ben là, on peut à ce moment-là, on peut choisir la largeur minimale par rapport à sa binette et son sarcloir. Alors, cher Bertrand, que de rêves et que de projets on a en tête à partir de maintenant. Alors, je vous invite à nous suivre. Vous allez sur radiolégumes.com, puis vous cliquez sur une petite case pour rester informé de nos parutions. Vous pouvez nous écouter là, n'importe quand. On fait de l'insomnie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à longueur d'année. Oui. Radio Légumes et compagnie. Merci beaucoup à Garant, un de nos commanditaires, ainsi qu'à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique, Bertrand pour tes connaissances et à vous de nous avoir écoutés. Et Janine pour cette animation toujours aussi agréable. T'es fin. Bye bye tout le monde. Bye. Bye. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.